Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons continuer d'apprendre à programmer. Alors aujourd'hui, nous allons faire une application qui nous permet de lancer un dé virtuel de 6 faces. Donc nous allons commencer par cliquer sur Nouveau projet. Nous allons choisir une application WPF et nous allons lui donner comme nom dé virtuel. Commençons par préparer notre interface. Donc ça, nous l'avons déjà fait précédemment plusieurs fois, donc vous devriez maintenant connaître un petit peu comment cela fonctionne. On va commencer déjà par changer le titre de notre fenêtre, en changeant simplement le titre dans le XAML. Et nous allons mettre ici dé virtuel. Ensuite, il nous faut un bouton sur lequel l'utilisateur va cliquer pour lancer le dé. Donc on va aller dans notre boîte à outils. On va chercher un bouton. On va le faire glisser sur la fenêtre. On va faire en sorte qu'il soit centré. Donc je vais aller ici dans le XAML et je vais taper Center. Alors, comme vous le voyez, il n'est pas centré parce que ici j'ai des marges. Donc je vais mettre les marges à 0 pour m'assurer ici que la marge de gauche soit à 0, de façon à ce qu'il soit vraiment centré. Et puis je vais agrandir sa largeur. Donc ici, je vais changer la propriété With et je vais mettre 100, voilà, c'est beaucoup mieux. Et dans son content, je vais mettre lancer le dé. Je vais également changer son nom et je vais l'appeler bouton lancer dé. Vous remarquerez que je ne mets pas d'accent sur les noms, de même que je ne mettrai pas non plus d'accent sur les noms des variables que nous allons utiliser. Il vaut mieux éviter d'utiliser les accents pour nommer des variables ou des contrôles. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un contrôle qui va nous permettre d'afficher le nombre aléatoire qui va sortir. Donc pour ça, nous allons utiliser un text block. Nous allons également le centrer. Donc ici, je vais tout faire dans le XAML. Center. Je vais enlever la marge de gauche. Et puis, je vais également changer son contenu. Je vais le mettre à 0. Donc, vous voyez qu'ici, on a la propriété texte, qui n'est pas la même chose que la propriété content que nous avons dans le bouton. Et ça, nous verrons les différences plus tard. Je vais également augmenter la taille. Vous voyez qu'on peut faire ça également dans le XAML. C'est-à-dire que je vais taper font size. Et ici, je vais mettre, par exemple, 80. Voilà, comme ça, on voit bien le chiffre. Il n'y a pas de souci, il est bien visible. Par contre, je vais diminuer un peu la marge du haut pour qu'il se rapproche un petit peu du bouton. Ici, je vais mettre 100. Donc, vous voyez que je n'ai même pas touché ma souris pour bouger les contrôles. Je fais tout dans le XAML. Et je pourrais aussi bien faire ça avec la souris également, hein, c'est au choix. Mais vous voyez que dans le XAML, on peut absolument tout modifier au niveau du design, ce qui peut être très pratique. Et puis également, je ne veux pas que mon utilisateur puisse modifier la taille de cette fenêtre. Donc ici, je vais aller dans ma fenêtre de propriété qui est en bas à droite. Et au lieu de Can Resize, je vais changer par No Resize. Et ainsi m'assurer que mon utilisateur ne peut pas modifier la taille de cette fenêtre. Et je vais réduire maintenant avec la souris ma fenêtre. Voilà, pour qu'elle ait une taille comme ceci. Et voilà. Donc, mon interface est prête. Il ne me reste plus qu'à écrire le code. Alors, il nous faut donc gérer l'événement clic du bouton lancer le dé afin de sortir un nombre aléatoire. Alors, je vais faire très simple. Je vais faire un double clic sur mon bouton. Et vous voyez qu'en faisant ça, l'application m'amène directement sur le code et a déjà créé la méthode qui permet de gérer l'événement clic de ce bouton. Donc, je n'ai plus qu'à taper du code à l'intérieur. Très simple. Donc jusque-là, ce que nous avons vu, c'est comment déclarer des variables. Et d'ailleurs, on va avoir besoin ici d'une variable qui va contenir notre nombre aléatoire. Donc on va prendre int, comme on l'a fait dans les applications précédentes. On va l'appeler d, donc ça va contenir le résultat du lancer de d. Je vais le mettre à 0 pour le moment. Maintenant, il va falloir que l'on utilise un objet qui va nous permettre de générer un nombre aléatoire entre 1 et 6. Et c'est là où nous allons voir la différence qu'il y a entre déclarer une variable et instancier un objet.
Une variable, comme vous pouvez le constater, c'est assez simple à déclarer. Pourquoi? Parce qu'on sait parfaitement ce qu'elle va contenir. Ici, on sait que int va contenir un nombre. De même que l'on avait vu que string permettait de contenir une chaîne de caractères. Donc c'est relativement simple. On connaît parfaitement le type de données que va contenir une variable. Par contre, pour un objet, c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'un objet peut contenir beaucoup de choses. Il peut contenir des variables, mais il peut aussi contenir d'autres objets. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'une variable. Par conséquent, un objet a ce que l'on appelle un constructeur. Et ce constructeur va permettre de préparer cet objet à bien fonctionner pour nous. Il va le construire, il va le préparer pour que l'on puisse l'utiliser. C'est pour cette raison que vous allez voir qu'on déclare, qu'on instancie un objet d'une façon différente qu'une variable. Alors l'objet que nous allons utiliser est un objet random. Donc vous voyez qu'ici, par rapport à la variable, ça ne change rien. J'indique quel est l'objet que je vais utiliser, comme j'ai fait pour int. Je vais lui donner un nom, que j'appelle rnd. Je vais faire égal, et c'est là où il y a une petite différence, c'est que je vais taper le mot-clé new, et qu'ensuite, je vais taper random, deux parenthèses, et le point final. Donc vous voyez qu'ici, la différence entre instancier un objet et déclarer une variable, c'est ce mot-clé new. Ce que fait ce mot-clé new, c'est qu'il appelle une méthode new qui se trouve dans l'objet, et que l'on appelle également un constructeur. Bien maintenant, voyons comment générer notre nombre aléatoire entre 1 et 6 et le mettre dans notre variable d. Donc je tape d égale, j'utilise mon objet que je viens de créer, donc qui s'appelle rnd, et je vais regarder quelles sont les méthodes qui sont à ma disposition pour pouvoir générer ce nombre. Je fais point, et vous voyez que j'ai ici une méthode qui s'appelle next, et qui dit dans sa définition, retourne un nombre aléatoire entier non négatif. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc je prends cette méthode, j'ouvre une parenthèse, et vous voyez qu'ici nous avons trois façons d'appeler cette méthode avec des paramètres. Ce que nous avons besoin ici, c'est d'une valeur minimum et d'une valeur maximum. Donc, vous voyez que nous avons ici le moyen d'appeler cette méthode avec une valeur minimum et une valeur maximum. C'est exactement ce que l'on veut. Alors, je vais mettre ces valeurs, mais je vais volontairement faire une erreur pour vous montrer quelque chose un peu plus tard. Donc, on va dire que notre valeur minimum, c'est 1, puisque le nombre le plus bas sur un dé sera 1. Et l'on va dire que notre valeur maximum, c'est 6, puisque la valeur maximum sur un dé, c'est 6. Je fais un point virgule. Voilà, donc ici, on appelle la méthode next de notre objet rnd, qui va donc retourner un nombre aléatoire entre 1 et 6 et le mettre dans notre variable d. Vous voyez que c'est relativement simple. Alors, on pourrait s'économiser une ligne ici. En faisant simplement la déclaration de notre variable en dessous de la déclaration de notre objet random, et mettre directement ici rnd à la place du 0. Ainsi, je m'économise une ligne et je fais ça en 2 lignes. Maintenant, il faut donc afficher la valeur de la variable d dans notre text block. Mais avant, ce que je vais faire, c'est donner un nom à mon text block qui soit un peu plus explicite que simplement text block. Je vais l'appeler text block d. Voilà, ça sera beaucoup mieux pour mon code. Je vais mieux comprendre à quoi je fais appel. Donc ici, ce que je fais, c'est que je fais text block d, texte égale, et le résultat d. Seulement attention, vous savez que d, ici, contient un nombre. Or, texte ne va accepter que des chaînes de caractères. Donc ici, je vais faire une conversion à la volée, c'est-à-dire que je vais faire point, et je vais ici avoir une méthode qui va me transformer immédiatement mon nombre en chaîne de caractères. Je tape un point virgule, et j'ai oublié bien sûr de mettre des petites parenthèses ici. Voilà, c'est beaucoup mieux, parce que toString peut avoir également des paramètres pour pouvoir formater la chaîne de caractères d'une certaine façon. Ici, on n'en a pas besoin, mais ça peut être intéressant par exemple pour afficher des valeurs monétaires. Voilà, testons notre application. On va cliquer sur démarrer. Ok, je vais ramener un peu la fenêtre au centre de l'écran.
et je vais cliquer sur mon bouton lancer le dé. Et vous voyez que j'obtiens 3. Je reclique, toujours 3. Je reclique, 2. 1, 3, 2. Vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Mais regardez, je continue de cliquer, et comme vous pouvez le voir, le nombre 6 ne sort jamais. Et nous allons voir pourquoi en regardant de nouveau la méthode Next. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai volontairement fait une erreur pour vous montrer quelque chose d'important. Lorsque l'on regarde ce que fait une méthode, il est important de bien lire la description de cette méthode. Ici, il y a marqué « limite inférieure incluse du nombre aléatoire retourné ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets 1 ici, cette valeur sera inclue dans le résultat qui sera retourné par la méthode Next. Maintenant, regardons la description de la valeur maximum. Limite supérieure exclusive du nombre aléatoire retourné max value. Exclusive, non pas inclusive. Donc là, ça veut dire que si je mets 6, eh bien 6 sera exclu du résultat. Donc si je veux que le nombre 6 sort, je dois mettre ici 7 et non pas 6. Donc vous voyez qu'il est très important de bien regarder les explications qui sont liées à la méthode afin de bien comprendre son fonctionnement. Vous verrez que si vous ne le faites pas, cela vous jouera parfois des tours parce que ce qui vous paraît évident ne l'est pas forcément. Nous allons relancer l'application. On va relancer notre dé. Et vous voyez que cette fois-ci, le nombre 6 sort bien sans problème. Bien, maintenant, je vous propose de faire encore mieux et d'afficher la face du dé correspondant au nombre. Alors, j'ai préparé un petit dossier dans lequel j'ai téléchargé des images qui correspondent aux différentes faces du dé. J'ai appelé ces images D1, D2, D3, D4, D5 et D6. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ces images. Je vais faire un clic droit sur mon projet dé virtuel. Je vais cliquer sur Ajouter, puis sur Nouveau dossier. Et je vais appeler ce dossier Images. Et je vais coller mes images à l'intérieur. Donc ça, c'est une bonne habitude à prendre, c'est de créer des dossiers pour chaque type de fichier que vous allez mettre dans votre application. Ne mettez pas tout à la racine de votre projet, sinon très vite, vous n'allez plus vous y retrouver. Donc, prenez toujours l'habitude de créer des dossiers. Bien, regardons maintenant un petit peu les propriétés de notre fichier. Ici, dans la fenêtre de propriétés en bas, nous voyons que Action de génération est sur Ressources et que Copier dans le répertoire de sortie, il est marqué Ne pas copier. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que ces images soient copiées sur la machine de mon utilisateur au moment du déploiement du logiciel. Qu'est-ce que veut dire Action de génération ressources? Eh bien, ça veut dire que ces images ici vont être intégrées à l'intérieur de l'application, dans des fichiers de l'application, mais pas directement sur l'ordinateur de mon utilisateur. C'est pas vraiment ce que je veux. Je préférerais qu'en fait, ces fichiers soient dans un dossier image, à la racine du dossier de mon application, afin de pouvoir récupérer facilement ce fichier image pour l'afficher. Donc, plutôt que de dire action de génération ressources, je vais plutôt choisir contenu. Et ensuite, dans copier dans le répertoire de sortie, je vais mettre copier si plus récent. Cela veut dire que si au moment du déploiement, le fichier qui est déployé est plus récent que celui qui est déjà sur la machine de mon utilisateur, eh bien il sera écrasé. Et je vais faire ça pour toutes mes images. Donc je vais toutes les sélectionner. Je vais donc toutes les mettre sur contenu. Et je vais les mettre sur copier si plus récent. Donc, au moment où mon application sera déployée sur la machine de mon utilisateur, eh bien, un dossier images sera créé dans le répertoire de l'application et ces images seront copiées à l'intérieur de ce dossier images. Donc, je sais où se trouvent ces images dans le dossier de l'application. Alors, revenons un petit peu à notre interface.
puisque maintenant nous avons besoin d'afficher une image. Donc je vais pousser un petit peu ici le texte et à côté, je vais mettre un contrôle image. Je vais l'appeler image D et on va le laisser comme ça. Ça devrait être bon. On va afficher le code. Alors la première chose que nous devons faire, c'est récupérer notre image. Le problème, c'est que notre utilisateur peut installer l'application n'importe où sur sa machine. Donc on ne sait absolument pas si par exemple notre application sera sur le lecteur C ou le lecteur D ou le lecteur E. Nous ne le savons pas. Du moins pas à l'avance. Donc il va falloir demander à la machine de nous retourner où se trouve le dossier de notre application pour avoir le chemin complet pour atteindre notre image. Ok, alors on va créer une nouvelle variable que l'on va appeler chemin et qui va être donc une variable contenant une chaîne de caractères parce qu'un chemin est une chaîne de caractères. On va l'appeler chemin. Et la première chose que nous devons arriver à trouver, c'est le répertoire de notre application. Alors il y a plusieurs méthodes pour faire cela. Je vais vous en montrer une qui est certainement la plus simple, mais il en existe d'autres qui sont un petit peu plus compliquées. Mais celle-ci fera très bien l'affaire pour le moment. Alors on va utiliser l'objet appDomain, currentDomain, baseDirectory. Voilà, donc ici, cette méthode baseDirectory va nous retourner le chemin complet jusqu'à notre dossier d'application, notre dossier racine. À ça, il va falloir rajouter le dossier image. Donc ça va être relativement facile. On va faire plus, ouvrir un guillemet et mettre simplement image. Ensuite, il va falloir mettre au bout le nom de notre fichier. Alors vous avez remarqué que j'ai nommé les fichiers D1, D2, D3, D4, D5 et D6. Donc on sait que le fichier commence par D. Ensuite, il faut mettre le chiffre correspondant au D. Ah, ça c'est facile aussi, puisque nous l'avons déjà. Je fais plus D toString. Et je vais obtenir, sous forme de chaîne de caractères, le chiffre correspondant au D. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à mettre au bout? Eh bien tout simplement l'extension du fichier, .png. Je mets mon point virgule, et voilà, j'ai le chemin complet qui est construit pour aller chercher l'image. Donc ceci nous retourne le chemin du dossier racine de l'application, auquel on ajoute le dossier image, et enfin, on construit ici le nom du fichier. Ensuite, il va falloir utiliser un autre objet qui va nous permettre en fait de créer cette image dans la mémoire de la machine pour pouvoir l'utiliser comme source de notre contrôle image. Alors, cet objet s'appelle bitmap image. On va l'appeler img. Et cet objet, eh bien, nous allons devoir l'instancier. Donc, on va faire new bitmap image, ouvrir la parenthèse, et nous allons voir ce que l'on peut mettre comme paramètres. Alors, regardons un petit peu quels sont les paramètres que veut bitmap image. Eh bien, il nous demande non pas un chemin sous forme de chaîne de caractères, mais il nous demande une URI. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Une URI, c'est quoi? Eh bien, c'est l'équivalent d'une URL, c'est-à-dire par exemple une adresse de site internet. Et ça peut d'ailleurs représenter une adresse de site internet, et ça peut également représenter un chemin d'accès sur un disque d'une machine. Donc, nous allons devoir créer un objet URI avant notre objet bitmap image, afin de pouvoir créer cet objet URI à partir de notre chemin. Alors, on va faire URI, on va faire img URI comme nom, égal, et là encore, nous allons utiliser le mot-clé new, URI, et nous allons lui passer comme paramètre, eh bien, notre chemin. Voilà, donc on a créé notre objet URI à partir de notre chemin, et maintenant, eh bien, nous allons pouvoir donner cet URI en paramètre à notre objet bitmap. Ok, donc récapitulons. Nous avons d'abord créé le chemin de notre image. Ensuite, nous avons créé un objet URI à partir de ce chemin.
Et ensuite, nous avons créé notre image à partir de cette URI. Et maintenant, eh bien, il nous suffit de prendre notre contrôle image D, de prendre sa méthode source et de lui donner comme source eh bien, notre image IMG. Et nous allons lancer notre application pour voir si ça fonctionne. Je clique sur démarrer. Allons-y, je vais cliquer sur lancer le dé et vous voyez que j'ai bien la face du dé qui s'affiche et qui correspond. Voilà, alors ne vous inquiétez pas si tout ceci vous paraît encore un petit peu compliqué, c'est normal, c'est la première fois que l'on instancie des objets et qu'on les utilise avec des paramètres. Nous reverrons certainement ces objets plus tard. Nous reverrons également comment un constructeur fonctionne lorsque nous allons créer nos propres objets. Donc tout ceci est un premier aperçu, mais ne vous inquiétez pas, on reverra très en détail tout cela. Mais ici, vous voyez déjà l'utilisation que l'on peut en faire. Ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est de reprendre cette application et de vous amuser à faire beaucoup d'autres choses avec. Par exemple, vous pouvez faire un lancer de dés de 20 au lieu d'un dé de 6. Vous pouvez également vous amuser à l'utiliser pour bien d'autres choses qu'un lancer de dés, car un chiffre aléatoire, ça peut permettre par exemple de faire une loterie pour sortir un nom. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose que nous ferons plus tard. Vous pouvez aussi vous en servir par exemple pour sortir aléatoirement des photos d'un album photo. Vous voyez que ces quelques lignes peuvent vous permettre déjà de faire beaucoup de choses très différentes. Donc n'hésitez pas, amusez-vous à modifier ça pour votre propre application, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.